Pour être assez synthétique et assez rapide, CarbonApp, on est un opérateur de compensation carbone. Notre objectif, c'est de proposer des projets qui soient locaux, dans un cadre de compensation carbone volontaire. Et donc, ces projets sont certifiés, sont traçables, ont un fort ancrage territorial et donc un impact qui est sociétal et environnemental qui est le plus fort possible. Et donc aujourd'hui, on est une grosse dizaine de personnes entre Paris et Rennes. On a été récemment, certains nous ont rencontrés déjà à Deauville, où on a eu le plaisir d'être lauréat des trophées de la RSE. Et on a été créé un petit peu, en même temps que le label bas carbone, c'est-à-dire il y a 2 ans et demi. Donc on propose vraiment un choix sectoriel de projets, c'est-à-dire qu'on est capable de proposer des projets de compensation à la fois dans la forêt, mais aussi dans l'agriculture ou dans ce qu'on qualifie du carbone non vivant, c'est-à-dire plutôt dans le secteur du bâtiment ou de l'économie circulaire. Donc on a un réseau et un ancrage en France qui nous permet de sourcer des porteurs de projets là où il faut, là où c'est demandé, et en s'appuyant sur le label bas carbone, eh bien d'aller évidemment sur une traçabilité du carbone, un suivi des projets dans leur réalité concrète du terrain. Alors, le sujet de ProDurable, cette année, l'heure des choix, la baseline, l'heure des choix. Aujourd'hui, on voudrait vous présenter 2 approches. D'une part, celle du groupe ADECO, qui est une approche, on va dire, à l'échelle d'un groupe, à l'échelle d'une entreprise, et donc comment on active de la compensation carbone eh bien, à l'échelle d'un groupe, et pour compenser des émissions résiduelles. Et on a aussi une autre façon d'utiliser ce label bas carbone, avec notamment SOR, où on est sur un périmètre de compensation qui est beaucoup plus précis, et qui est à l'échelle d'un périmètre de service d'un client type collectivité territoriale. Donc vraiment, c'est 2 approches, 2 façons de déployer une démarche de compensation carbone. Et donc, on a trouvé intéressant de pouvoir vous donner un petit peu ces 2 visions. Je vous propose de laisser la parole donc, à nos intervenants pour qu'ils puissent se présenter. Et ensuite, on rentrera dans le détail. Pour terminer sur CarbonApp, donc moi je suis Nicolas Ferrière, je suis l'un des cofondateurs de CarbonApp et j'ai un rôle très opérationnel, c'est-à-dire que mon quotidien c'est de justement faire le lien entre ces entreprises ou ces collectivités territoriales qui veulent financer des projets et nos ingénieurs carbone qui s'occupent après de monter ces fameux projets de compensation. Je laisse la parole du coup à ADECO pour commencer. Et pour voilà, simplement vous présenter toutes et tous. Donc, merci Nicolas. Je vais rapidement vous présenter le groupe, puis notre stratégie, notre politique RSE, et enfin aborder la stratégie de notre projet qui s'appelle Carbone Zéro, dans lequel s'inscrit notre stratégie de compensation. Donc, je m'appelle Cécile Mativet. Je suis directrice de la RSE du groupe ADECO depuis juillet. Donc, c'est extrêmement récent et extrêmement récent sur la RSE aussi. Avant, j'avais un parcours plutôt en communication. Bonjour à tous, donc moi je suis Clémentine Odieux, donc je suis chargée de projet RSE et donc j'ai travaillé à ADECO aux côtés de Cécile Mativet et de sa prédécesseuse sur les sujets environnementaux notamment et la compensation carbone bien sûr. Bonjour tout le monde, Pierre Jacquemot, Energy Manager pour le groupe SOR, donc c'est achat d'énergie et Energy Manager, management dans le sens large, et je travaille beaucoup avec mes amis de la RSE, du coup, sur ces sujets-là. Bonjour à tous, donc Camille Dubert, moi je suis responsable RSE du groupe SOR, en charge de divers sujets classiques RSE, et notamment les achats responsables et le reporting, entre autres. Merci. Et donc, je vous propose de passer à la présentation. Et comme c'est moi qui ai le bouton, n'hésitez pas, je vais essayer d'avancer au fur et à mesure, mais... Je vous présente d'abord le groupe en quelques mots. Donc, le groupe ADECO intervient sur des solutions globales de ressources humaines. Notre activité la plus connue pour le moment, c'est notre activité d'intérim avec ADECO.
8000 collaborateurs, des atouts liés à notre maillage territorial, un réseau de 1400 agences, une vraie proximité avec nos clients et avec nos 40 000 entreprises clientes. On est le premier employeur privé de France, avec à peu près 400 000 personnes mises à l'emploi chaque année. On est le premier acteur de l'alternance, avec 23 000 alternants formés dans notre grande école de l'alternance. On est aussi un acteur majeur, voire le premier acteur de l'intérim d'insertion, avec notre filiale qui s'appelle Umando, et qui accompagne en intérim d'insertion 7500 personnes par an, personnes très éloignées de l'emploi. Puis un engagement majeur et historique dans tous les sujets liés à la diversité et à l'inclusion. Quelques diversifications majeures ces derniers mois, notamment avec l'acquisition de BPI pour devenir un groupe majeur de conseil en RH, de ACA pour devenir pour créer la marque ACODIS et devenir le numéro mondial du conseil en IT, en ingénierie, et puis pour nous lancer dans la stratégie de digitalisation, l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle CAPA. Alors, dans ce cadre-là, notre politique RSE, elle a été construite en concertation avec plus de 10 000 parties prenantes en 2018. On relance cette année un dialogue avec nos parties prenantes qu'on aimera pérenniser via la création d'un comité parties prenantes. On a un pilotage global de notre stratégie de RSE, d'abord par la création d'un comité, mais aussi par la constitution d'une cartographie des risques et du plan d'action afférent, et puis d'un suivi extrêmement précis de notre performance. On a fait le choix d'être évalué par EcoVadis, hein, et on a eu la note de 76 sur 100 en 2021, et on vient juste d'avoir celle de 2022, avant-hier soir, qui nous confère le statut Platinium. On a 81 sur 100. Notre stratégie RSE intègre les sujets de sécurisation des parcours et de développement des compétences. Ça intègre aussi la santé, la sécurité, la qualité de vie au travail, et puis la lutte contre toutes les formes de discrimination et le développement de solutions inclusives à destination de nos clients et de nos fournisseurs. Donc, dans cette politique RSE, notre projet qui s'appelle Carbone Zéro est lié à un engagement qui a été pris par notre président en 2019 de contribuer aux enjeux de neutralité carbone en suivant une trajectoire de décarbonation de nos activités. L'objectif, c'est de réduire d'au moins 50% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et de compenser les émissions résiduelles. On a 5 piliers majeurs sur lesquels on s'appuie. D'abord, le fait de mesurer les émissions de toutes nos BU et celles du groupe, de former nos collaborateurs. On a des ateliers de la fresque du climat, on a des ateliers d'automne, on a des webinaires pour les sensibiliser aux enjeux climatiques. On communique énormément vis-à-vis de l'interne, vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de l'ensemble de nos partenaires. Et puis, on s'attache à réduire. Pour réduire, on s'appuie essentiellement sur 3 piliers. La mobilité. On fait évoluer notre parc auto, on fait évoluer notre politique voyage. Un chiffre simplement, on a 17% de nos véhicules, des véhicules renouvelés cette année qui ont été des véhicules hybrides ou électriques. Et puis, on vient de lancer, il y a une quinzaine de jours, le forfait mobilité durable à l'attention de nos collaborateurs. Et on espère avec ça atteindre une réduction de 12% des émissions de gaz carbonique. On a aussi un plan de Green IT qui consiste à recycler tout le matériel qu'on peut recycler, et puis une stratégie d'achat de notre énergie 100% renouvelable et certifiée française. Donc ça, c'est l'essentiel de nos actions pour réduire nos émissions. Et puis pour le reste, on a une stratégie de compensation.
qui a été menée par Clémentine. Alors oui, donc si on se concentre maintenant sur la compensation carbone, je vais vous expliquer comment on a construit cette démarche chez ADECO. Et donc, ce sera un témoignage qui pourra peut-être vous donner des pistes sur éventuellement comment implémenter ça dans votre entreprise. Mais c'est une manière de faire. SOR en aura une autre. Il y a plein de manières de faire qui existent. Il n'y en a pas une seule. Donc, comme l'a dit Cécile, donc après avoir créé tout le plan environnemental du groupe, après avoir réfléchi à toutes les actions de réduction, on s'est concentré sur la compensation des émissions que l'on ne peut pas réduire, donc les émissions résiduelles. Et donc, notre démarche s'est faite en 2 temps. Donc, d'abord, en 2019, on était novices sur le sujet de la compensation. On y allait progressivement. Donc, on a un peu tâtonné pour mettre en place notre démarche. Donc, on a commencé avec l'une des BU du groupe, donc qui est ADECO France, qui est la plus grosse, c'est celle des agences d'intérim rouges qu'on connaît presque toutes et tous. Et donc, comme on était novices, on a cherché à s'entourer. Donc, on a cherché des partenaires pour nous accompagner sur cette compensation carbone. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a rencontré Carbonap. Et donc, on a travaillé au total avec 3 partenaires qui sont Carbonap, Biota et Reforestation. Et donc, on a lancé plusieurs petits projets, ou du moins des projets à plus petite échelle, pour commencer, pour avoir une échelle raisonnable, pour comprendre le fonctionnement de la compensation, s'approprier ce fonctionnement qui est quand même assez particulier, comprendre la contractualisation, comment ça fonctionne aussi, puisque c'est des sujets de temps long, la compensation, on est sur des projets qui durent 10, 20, 30 ans. Donc c'est des contrats aussi qui sont assez particuliers. Et une fois qu'on a fait un peu ce crash test, si je peux dire, qu'on a fait ça à l'échelle d'une BU, on a décidé en 2022 donc d'étendre ça à l'échelle du groupe entier et donc de lancer pour toutes les BU des projets de compensation au niveau du groupe. Donc, nos partenaires, dont Carbonap, nous ont proposé des projets qui correspondaient à nos critères. Donc, ça a été fait en fonction, bien sûr, des bilans de gaz à effet de serre de chacune des BU. On a calculé la trajectoire de chacune des BU pour pouvoir définir les critères, le budget qui pouvait être alloué à ces projets de compensation pour chacune des BU, parce qu'on trouvait ça plus intéressant d'avoir des projets par BU plutôt que d'avoir ça uniquement centralisé dans le groupe au niveau du siège. Et donc, pour 2022, toutes nos BU ont pu lancer des projets de compensation, ou presque. Donc, si je dois faire un peu un bilan de cette démarche de compensation jusqu'à aujourd'hui, donc depuis 2019, on a lancé plus d'une dizaine de projets au sein du groupe, donc de compensation. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des projets très variés. On a des projets de plantation forestière assez classiques. On a des projets arboricoles, donc de plantation de vergers. On a des projets qui sont portés par des campus de formation. On a des projets de plantation solidaire, donc faits par des personnes en réinsertion. Et d'ailleurs, sur les photos, on a une illustration d'un des projets qui a été financé par l'une de nos BU Pontoon. Et qui nous a été présenté par Carbonap. Donc, c'est celui du pressoir d'or en Normandie. Donc, c'est une exploitation familiale. Donc, c'est un père et son fils qui ont lancé ce verger. Et donc, ils sont spécialisés dans les pommes à cidre. Donc, ils ont leur propre production de cidre. Et donc, c'est un projet très intéressant parce que on a ce côté familial, on a bien sûr la production de cidre, et puis ils sont également agriculture biologique certifiée. Ils ont des nichoirs pour les oiseaux dans les vergers. Ils ont des ruches à proximité des vergers. Ils ont dans leur plantation un tapis de trèfle, par exemple, pour favoriser les insectes, etc. Donc, c'est un projet qui est très intéressant et familial. Et donc, ça nous a permis aussi de mettre des noms
des visages derrière les projets. Donc là, c'est Éric Doré. Mais donc, on a pu rencontrer certains des porteurs de projets, des forestiers, des agriculteurs, des arboriculteurs. Et donc, c'est ça aussi qui nous a plu, c'est cette humanité, cette quête de sens qu'il y a derrière les projets. Et d'ailleurs, notre critère principal, nous, en tant qu'ADECO, outre la compensation carbone, qui est bien sûr l'objectif principal, mais c'était d'avoir un impact sur l'emploi, puisqu'on est quand même un groupe spécialisé dans les ressources humaines. Donc, ça faisait sens avec notre activité d'avoir un impact sur l'emploi. Et donc, c'est tous ces co-bénéfices qui nous ont plu. Donc, j'ai dit l'impact emploi, bien sûr, l'impact sur la biodiversité, la préservation des sols. On a aussi la préservation de l'eau. Donc ça, pour le coup, qui fait sens avec l'activité de SOR. Donc, je pense qu'ils en parleront tout à l'heure. Et puis voilà, donc on a beaucoup de co-bénéfices, l'impact sur la santé humaine aussi avec des fruits bio, etc. Et ensuite, évidemment, on a donc ce label bas carbone qui était aussi pour nous un gage de qualité et un gage de sérieux pour ces projets, parce qu'on ne voulait pas lancer des projets dont on n'était pas sûr qu'ils soient environnementalement et socialement responsables. Et donc, ce label bas carbone, qui est le seul label français qui existe et qui est reconnu pour certifier ces projets, c'était un gage de sérieux. Et donc, ça montre qu'on contribue bien aux enjeux de neutralité carbone de la France à l'échelle du pays. Et donc, au total, là, on a quelques chiffres sur ce qui a pu être compensé effectivement. Donc, avec CarbonApp, on a pu en 2021 compenser 25 tonnes et en 2022 48 tonnes. Si on fait le total depuis le début de notre démarche de compensation, on a pu jusqu'à aujourd'hui compenser 864 tonnes. Donc en fait, pour vous expliquer un peu ce calcul, pourquoi il y a deux chiffres, pourquoi il y a un tonnage total et un tonnage par an, parce qu'en fait, pour être dans un calcul qui soit juste et honnête, on a divisé le tonnage, la compensation totale de chacun des projets par sa durée de vie. Donc, si c'est un projet qui dure 10 ans, on a divisé le tonnage total par 10 ans ou 20 ans ou 30 ans pour extraire pour chaque année combien on compense, puisque nous, comme l'a dit Cécile, notre objectif, c'est 2030, objectif contribution de neutralité en 2030, donc on veut extraire l'année 2030. Voilà, donc je laisse la parole à SOR pour expliquer leur démarche qui est un peu différente. Intéressante aussi. Merci beaucoup, c'était très intéressant. N'hésitez pas à dire si vous ne nous entendez pas. Alors, SOR, en quelques mots, en fait, on est le 3e acteur en France privé des services de l'eau. Donc généralement, nos concurrents sont un petit peu plus connus que nous. On est environ dans une vingtaine de pays dans le monde, à travers de nos 12 000 collaborateurs, mais si on réalise quand même environ 75% de notre chiffre d'affaires en France. On a 3 types de clients, grosso modo, plutôt les clients industriels, mais c'est pas eux qui vont forcément nous intéresser aujourd'hui. On a le client qui est l'usager final, qui va avoir l'eau à son robinet, mais on va aussi et surtout avoir notre client qui est la collectivité publique, qui va nous déléguer la gestion des services de l'eau. Donc on a environ 9200 en fin 2021. Donc, quand on parle des métiers de l'eau, en fait, on peut agir à plusieurs niveaux dans ce spectre-là. Nous, on a 3 business units, une partie sur vraiment la conception et la construction d'usines d'eau potable, de stations d'épuration, et puis tout le réseau derrière qui va avec. On a une autre grosse partie, plutôt un peu plus historique, sur l'exploitation d'un service existant. Donc, en fait, pendant des durées moyennes d'environ 8 ans, on arrive pour exploiter un patrimoine existant d'une collectivité. Ça, c'est le Water Services. Et ensuite, une nouvelle business unit qui est un peu plus récente et très porteur, c'est toutes les solutions au niveau des industriels, pour les aider à traiter leur eau de process et surtout les aider à faire des économies d'eau. Voilà, donc on est vraiment sur toute la chaîne. Quand on dit, on nous qualifie vraiment de pure player de l'eau à ce titre-là.
Donc, du coup, quand on travaille dans un secteur comme le nôtre, on a intrinsèquement conscience des enjeux environnementaux. Donc le groupe SOR a toujours été un groupe engagé. On a voulu aller un cran plus loin en début d'année en se dotant d'une raison d'être. Donc je vais insister juste sur des concepts un petit peu clés. Notre métier, c'est de fournir une eau en quantité, mais aussi en qualité suffisante, en travaillant avec l'ensemble de nos parties prenantes dans les territoires dans lesquels on est implanté à travers nos collectivités territoriales. Et l'idée, c'est vraiment de préserver la ressource en eau. Donc, je ne vais pas vous faire un exposé de notre feuille de route RSE, ce n'est pas l'objet, c'est juste pour dire qu'évidemment, l'environnement occupe une place extrêmement importante dans notre feuille de route RSE, notamment au travers du pilier 6 qui constitue la décarbonation des industries. Donc, c'est vraiment principalement dans cet axe-là que s'inscrivent les projets de compensation carbone qu'on fait avec CarbonApp, mais pas uniquement, en fait, un petit teasing, on verra que ça s'inscrit plus largement dans d'autres axes. Donc rapidement, c'est des données que vous devez sûrement maîtriser, mais voici un petit peu le profil carbone du groupe, avec notre bilan des émissions de gaz à effet de serre sur 2021. La répartition entre les 3 scopes est fiable d'année en année, c'est pour ça qu'on a mis que l'année 2021. Donc dans le scope 1, on compte assez classiquement les émissions de consommation d'énergie primaire, donc essence, gazole, GNV et gaz naturel, mais on compte également les émissions qui sont liées au processus de traitement des eaux usées, donc les émissions de protoxyde d'azote et de méthane. Il faut savoir que quand on va sur le terrain, nos agents parcourent beaucoup de kilomètres par jour, parce qu'on a des installations qui sont réparties un petit peu partout. Donc quand on va aller réparer une fuite, quand on va aller changer un compteur, faire des relevés, on parcourt beaucoup de kilomètres. Dans le scope 2, c'est les émissions d'électricité, donc selon la méthode du GHG protocole. Et dans le scope 3, la méthode reste encore un petit peu à affiner, mais on voit bien que nos principales émissions sont dans le scope 3, comme dans sûrement la majorité de vos entreprises. On a quand même estimé que 80% des émissions de notre scope 3, c'était l'achat de produits, donc l'achat de produits chimiques, aussi bien pour le traitement de l'eau pour la rendre potable que pour traiter les eaux usées, et c'était également l'achat de matériel pour nos processus. Donc l'idée en fait de cette slide, c'est de vous dire qu'en fait on n'en a pas forcément conscience, mais traiter de l'eau potable et traiter des eaux usées, ce qui est indispensable dans une société, ça consomme en fait beaucoup d'énergie. Ouais, en fait, la cartographie que vous voyez là, c'est un peu la carte d'identité d'une entreprise. Hein. Chaque entreprise a un profil très très particulier. Ce matin, je sais plus, il y avait une autre conférence et les chiffres étaient quasiment inversés. C'était assez rigolo de voir ça. Donc effectivement, quand on dit les métiers du traitement de l'eau, en fait, on consomme des quantités d'électricité très importantes. Donc vu la période de crise énergétique, on est directement exposé là-dessus. Hein. Donc on a mis en place des stratégies d'achat pour essayer de répondre à ça. Et en fait, d'où ça vient cette consommation d'électricité, c'est tout simplement pomper de l'eau brute, surtout si elle est à plusieurs centaines de mètres dans des forages, dans des nappes. La partie traitement en elle-même, elle n'est pas si énergivore que ça. On passe grosso modo de l'eau dans des filtres à sable, etc. Et les 80% de la consommation d'électricité, c'est tout simplement pour envoyer de l'eau qui est au niveau du sol en haut de réservoirs d'eau potable. Donc en fait, c'est ça vraiment sur l'eau potable la principale source de consommation. Et sur l'eau usée, c'est un peu plus caché. C'est en fait pour traiter de l'eau usée, on nourrit des bactéries. Donc elles mangent la matière organique et pour faire ça, il faut tout simplement leur apporter de l'oxygène. Et donc 70% de la consommation d'électricité d'une station d'épuration, c'est fournir de l'air à ces bactéries pour éviter qu'elles ne meurent. Voilà, donc c'est assez simple, mais c'est vrai que comme ça, quand on regarde une facture d'eau, on ne se dit pas que derrière, il y a énormément d'électricité qui sont cachées. Donc c'est 76% de notre impact carbone du scope 1 et 2. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'on focalise les premiers leviers d'économie. Alors du coup, partant de ce constat, le groupe s'est doté d'une stratégie de réduction de ses émissions qui va se faire en différents paliers. Un premier à 2035, on veut devenir net zéro sur nos scopes 1 et 2, et puis sur tous nos scopes d'ici 2050. Donc pour ça, on va activer différents leviers. Donc voilà, si on se focalise un petit peu sur l'énergie, aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment... Là, on ne parle pas de compensation, on parle de réduction. Donc on a 4 leviers. Le premier, c'est la performance. Donc faire mieux avec ce qu'on a déjà. Là, on fait beaucoup de traitement de données. Il faut savoir qu'on n'est pas du tout comme un profil d'un industriel qui fabrique des boîtes de conserve dans 3-4 sites différents. Nous, on a 18 000 sites en France qui consomment de l'électricité. Donc, on utilise beaucoup les nouveaux données des compteurs Linky pour détecter des dérives, etc. Donc ça, c'est vraiment partie performance. La partie flotte automobile, on a quand même 8 500 véhicules rien qu'en France qui, grosso modo, permettent d'aller... sur des opérations type usine d'eau potable, réservoir, etc. Donc, on
On est un peu moins avancé qu'Adecco sur la mobilité électrique, mais on est en plein dedans. On vient de lancer une consultation pour mettre en place une feuille de route mobilité. Sur la partie achat, là, c'est acheter l'électricité la plus verte possible. Donc, deux mécanismes. Soit on achète des certificats de garantie d'origine sur les marchés, soit on travaille avec des producteurs d'énergie identifiés pour faire des contrats de gré à gré avec des contrats d'achat sur un long terme qui permettent et de maîtriser le coût et de maîtriser l'origine de l'électricité. Il y a vraiment deux avantages à ça. Et le dernier point, c'est produire nous-mêmes de l'électricité. Alors, la difficulté, c'est que ce n'est pas nos usines, c'est les usines des collectivités. Les unités de traitement, c'est le bien à tout le monde, c'est un bien public. Donc nous, on propose des solutions pour améliorer ces usines, pour ajouter des panneaux solaires, développer la méthanisation, etc. Voilà un petit peu aujourd'hui tout ce qu'on fait sur le premier bloc, réduire notre empreinte carbone. Donc du coup, ça vous a pas échappé, pardon, je fais la conclusion de la slide, la compensation carbone n'apparaît pas en l'état dans les leviers qu'on présente nous à l'échelle du groupe au niveau global. Pourquoi ? Parce qu'en fait, de la compensation, on va en faire quand ce sont nos clients, collectivités qui nous demandent d'en faire dès l'appel d'offres. Donc nous, la compensation, on est pour, mais on veut en faire de manière pertinente pour nous. C'est pour ça qu'on en fait à travers le label bas carbone, puisque comme ça a été dit précédemment, déjà c'est le seul label qui est reconnu en France. Et je trouve que ça va nous garantir une méthode de comptabilisation des émissions qui est fiable pour nous. Enfin, en tout cas, ça va nous garantir ce cadre-là. Donc ça nous garantit derrière une uniformité dans la comptabilisation des émissions et ça nous permet d'ailleurs de le valoriser. Et c'est là que ça nous intéresse parce que c'est une démarche en fait qui est gagnant-gagnant pour les porteurs de projets, pour les collectivités qui ont besoin de répondre à leur stratégie qui est à court moyen terme et qui veulent voir des projets sur leur territoire, et pour nous derrière parce qu'en fait ça nous permet, on a signé un contrat cadre, on est en train de signer un contrat cadre avec Carbonap. Donc on estime qu'en fait que notre rôle en tant que groupe, c'est pas d'avoir une stratégie avec des émissions qu'on va prévoir de compenser d'ici quelques années, parce qu'on vit au gré des appels d'offres, qu'on gagne ou pas. Donc on estime que ça n'aurait pas de sens de décider de compenser tant de tonnes d'ici 2050. Donc nous, ce qu'on veut, c'est fournir un outil à nos entités qui veulent faire de la compensation avec leur collectivité. Voilà, donc tout à l'heure, Adecco a employé un mot-clé, moi, qui m'a fait sourire, c'est le mot de co-bénéfice. Et c'est exactement un petit peu la démarche de cette slide. Je vous l'ai dit, nous, on produit et on distribue de l'eau potable. Donc pour ça, il faut la capter. Nous, quand on a des collectivités qui viennent nous dire, nous, on connaît un agriculteur qui vient de se lancer sur notre territoire, qui n'est pas très loin d'une zone de captage d'eau potable. Est-ce que vous ne pourrez pas essayer de travailler ensemble pour essayer de sécuriser un petit peu la qualité d'eau. Donc c'est vraiment ça le mot-clé de notre démarche, c'est un petit peu les co-bénéfices, puisque quand on va investir dans des projets de compensation de carbone locale grâce au label, en fait indirectement, nous, sur une durée un peu plus longue, on va en voir les effets. Si on fait des partenariats, notamment avec des agriculteurs, on protège les zones de captage, donc on diminue les intrants chimiques, les pesticides, et nous derrière, au niveau du traitement de l'eau, on a moins de non-conformité, on retrouve moins de pesticides dans les eaux. Donc, on n'a pas besoin de dimensionner des unités de traitement surdimensionnées pour aller chercher de la pollution, puisqu'on aura réussi à la limiter en amont. Donc, vous avez ici quelques exemples de co-bénéfices. Un qui est assez parlant, c'est la protection contre l'érosion des sols. On essaye de favoriser le couvert végétal pendant l'hiver pour éviter les mécanismes de d'érosion. Et ça améliore la qualité de l'eau dans nos filtres à sable. Et ça limite le nombre de réactifs qu'on doit utiliser, le nombre de cycles de lavage. Donc, ça nous fait des économies substantielles en termes de consommation d'énergie et de produits chimiques. Vous avez la même chose sur le débit. On a beaucoup parlé de sécheresse cet été. On a des projets qui sont un petit peu en lien avec la ressource en eau, qui vont favoriser le rôle d'éponge des sols pour avoir un débit d'eau plus constant. Et nous, ça nous arrange, entre guillemets, pour anticiper nos besoins en eau. Donc voilà, c'est vraiment le sens de cette slide, c'est co-bénéfice. Nous, on en tire un avantage. On ne l'a pas encore quantifié en euros. Il y a une notion de temps, mais qui correspond un petit peu avec nos durées de contrat avec ces collectivités qui sont de l'ordre de 8 à 10 ans, grosso modo. Et en fait, ce sont vraiment cet aspect co-bénéfice, où ce sont presque en fait les co-bénéfices qui nous intéressent plus que la compensation, compensation carbone, pardon. Et donc, on peut peut-être préciser que les collectivités territoriales, évidemment, 1 euro investi, c'est 1 euro investi sur le territoire et pas ailleurs. Donc, il y a aussi ce rôle territorial qui les intéresse. Ouais. Qui est essentiel, oui.
Et donc, pour donner un exemple très concret, là, récemment, donc un contrat qu'on a remporté dans Haut-du-Morbihan, un contrat de production d'eau potable, où la collectivité nous demandait de faire de la compensation carbone. Un contrat qui dure sur 7 ans, et c'est là qu'on voit bien que du coup, on arrive à faire matcher notre modèle économique avec les projets de compensation bas carbone, parce qu'en choisissant un projet dans l'agriculture qui s'inscrivait sur 5 ans, on arrive à voir les résultats dans la durée du contrat. Donc, quand on vous parlait de la méthode, là en l'occurrence c'est la méthode dont j'ai oublié le nom, Grande Culture, qui va nous permettre d'avoir l'assurance d'une méthode qui sera appliquée dans la comptabilisation des émissions. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un projet qui va être fait avec une coopérative. Donc là, on retrouve aussi le co-bénéfice sociétal avec des acteurs du territoire. Et donc, donc quand on vous disait qu'on ne peut pas avoir une stratégie groupe, on voit bien que là, les émissions ont été calculées en fonction d'un contrat précis qu'on ne peut pas déterminer 5 ans à l'avance. Donc on a bien des projets au cas par cas qui sont locaux avec des co-bénéfices qui permettent de faire écho avec la raison d'être dont on vous parlait au début, c'est préserver vraiment la qualité de l'eau et la ressource.